What's Next, le podcast de l'énergie management by Adviseo. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de What's Next. Je suis Xavier Gounon, directeur marketing chez Adviseo et j'aurai le plaisir d'animer ce podcast sur le thème de l'effacement électrique. On parle aussi de flexibilité électrique, on y reviendra dans ce podcast. On a tous le souvenir de l'hiver 2022-2023 où on a commencé à avoir des inquiétudes sur la réponse à la demande d'énergie sur le territoire français et à la pénurie d'énergie potentielle, qui a conduit les autorités à l'époque à demander des efforts aux plus gros consommateurs d'énergie, notamment aux industriels. Et ces événements, à l'époque, on a commencé à parler d'EcoWatt, de RTE, et le public a commencé à se familiariser avec ces mots-là. Ils ont cristallisé sur un temps court l'attention autour du sujet de l'effacement. Mais c'est des enjeux qui perdurent aujourd'hui et les acteurs en charge de la gestion de l'énergie au sein des bâtiments et de la technique doivent désormais en tenir compte et être à minima sensibilisés sur ce sujet, d'où le choix de ce podcast. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Guillaume Loua et Romain Serre, cofondateurs de Tilt Énergie. Bonjour Guillaume. Bonjour Xavier. Bonjour Romain. Salut Xavier. On va commencer justement pour les auditeurs à présenter Tilt Énergie. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Tilt et vos rôles respectifs au sein de Tilt Énergie ? Avec plaisir. Du coup, Romain, moi je suis le cofondateur et le CEO de Tilt Énergie. Et Tilt Énergie, c'est une société qui est spécialisée dans la valorisation des flexibilités électriques et on y reviendra dessus justement plus en détail après. Et moi, Guillaume, du coup, je suis cofondateur avec Romain de Tilt Énergie. Je suis CEO, donc un poste un peu barbare, mais je vais être en charge principalement des relations commerciales et toutes les relations internes, type finance, administratif, etc. Merci à tous les deux. Et je précise que Tilt Énergie et Adviseo ont construit un consortium il y a maintenant quelques mois de cela avec la métropole du Grand Paris. Consortium qui a été élu lauréat d'un appel à projet de la Banque des Territoires qui s'appelle l'appel à projet DIAT pour démonstrateur d'IA frugal au service de la transition énergétique. Et le projet qui va nous accaparer dans les 36 prochains mois consiste à construire des solutions de pilotage intelligent des bâtiments pour aider la métropole du Grand Paris à optimiser ses consommations d'énergie en tenant compte justement des problématiques de flexibilité et d'effacement électrique. Donc on est ravis de vous avoir aujourd'hui. Pour commencer, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le concept de l'effacement, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer, nous le définir et peut-être justement, on parle aussi de flexibilité, nous dire les différences s'il y en a entre effacement et flexibilité électrique. Ça marche. Du coup, on va commencer par le concept de flexibilité qui en fait est le plus large. Donc la flexibilité, notamment la flexibilité de la consommation électrique, c'est le concept de décaler des usages pour faire en sorte qu'à l'échelle du réseau national, la production et la consommation soient alignées. Puisqu'il y a un concept qui est absolument clé dans le système énergétique, c'est qu'il faut que la production et la consommation soient à l'équilibre à tout instant. Et donc la flexibilité, c'est ça, c'est le fait de moduler sa consommation pour permettre cet équilibre. Et l'effacement, c'est une des parties de la flexibilité, c'est ce qu'on appelle la flexibilité à la baisse. Et donc c'est le fait de diminuer sa consommation à certains moments, de la décaler à un autre moment qui sera plus propice. Et donc aujourd'hui, on se sert beaucoup de l'effacement en France pour passer les pics d'hiver, par exemple, en décalant certains usages, voire même chez les industriels, en carrément supprimant une consommation en ne travaillant pas certains jours, par exemple. Merci Romain pour ces explications. Et peut-être justement, on a parlé des industriels et je pense que le grand public a plutôt connaissance de l'effacement au travers des efforts qui ont été demandés aux industriels. Aujourd'hui, ce qui va nous préoccuper dans ce podcast, c'est plutôt l'effacement et la flexibilité appliquée au domaine du tertiaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça devient un enjeu pour le tertiaire, pour les bâtiments tertiaires, et quels sont-ils ces enjeux justement ? Effectivement, donc les bâtiments tertiaires deviennent un enjeu très important pour le réseau électrique et le réseau électrique devient un enjeu très important pour les bâtiments tertiaires. Aujourd'hui, la flexibilité était principalement apportée par des industriels et qui ont beaucoup de mal à couper. Ça coûte extrêmement cher de moduler la consommation pour un industriel. Et quand on parle de réindustrialisation, on ne peut pas dire à nos industriels « vous allez pouvoir produire uniquement les jours où tout va bien sur le réseau électrique ». Là où les bâtiments tertiaires, ils constituent un enjeu important, il y a des automatismes qui se développent. Vous connaissez bien le sujet avec le développement de la solution cockpit. Donc des systèmes GTB qui sont, pour ceux qui connaissent moins ce sujet-là, des équivalents de thermostats connectés pour les bâtiments tertiaires, par lequel on va être capable de piloter le chauffage, les ventilations,
la recharge des bornes électriques à distance. Et en ce sens, le développement d'outils et d'automatisme constitue un atout important dans la mesure où on va être capable de piloter en fonction de conditions extérieures, donc de la tension sur le réseau électrique, ces capacités-là. Et finalement, ça coûte pas très cher, entre guillemets, à un bâtiment de moduler son chauffage pendant 1 heure tous les jours. Demain, ça sera entre 10h et 11h, on aura une tension, on va préchauffer un peu jusqu'à 10h, on va laisser le bâtiment descendre gentiment en température, sans que personne ne le ressente. Le réseau, lui, va le ressentir si on le fait à l'échelle, et ça va nous permettre, nous, Tilt, de pouvoir générer un nouveau revenu sur les marchés et de rémunérer le bâtiment pour avoir fait ces efforts-là. Et donc, on voit bien que les bâtiments constituent un atout d'équilibrage super important du réseau dans un contexte de transition énergétique, donc électrification et développement des énergies renouvelables. D'accord, donc c'est un enjeu fort à l'échelle du pays pour que l'effacement soit complètement opérant à l'échelle du territoire. Peut-être plus difficile jusqu'à présent à appréhender que pour les industriels parce que plus diffus, plus éclaté. Ouais, exactement. Euh, L'effacement industriel, c'est ce qui est présent historiquement parce que c'est plus facile de couper 2-3 sites qui font chacun plusieurs gigas. Littéralement, ça se faisait à coup de téléphone, hein, donc c'est des choses assez faciles. Quand on rentre dans des sources diffuses, donc typiquement des bâtiments qui sont plus petits, qui vont faire quelques centaines de kilowatts, il faut des automatismes, il faut des choses qui soient mises en place, il faut des choses automatisées, pardon, qui soient mises en place pour que les signaux arrivent dans les bâtiments sans qu'il y ait des actions manuelles à faire. Et donc, c'est une source qui n'est pas du tout utilisée ou très peu utilisée aujourd'hui et qui représente probablement la plus grosse ressource qu'on a en France de flexibilité pour atteindre les objectifs qui ont été fixés. Et donc, la CRE a fait une étude il n'y a pas longtemps et identifié 6 gigawatts de flexibilité potentielle dans les bâtiments. Et 6 gigawatts, grosso modo, c'est l'équivalent de 6 tranches de réacteurs nucléaires à la pointe. Donc ça ne va pas remplacer 6 tranches de réacteurs nucléaires, mais ça peut permettre d'éviter de construire 6 tranches de réacteurs nucléaires additionnels à des moments où le réseau sera tendu. Exactement. Et la flexibilité ici pour les bâtiments, du coup, elle est clé parce que finalement, c'est un des gros moyens de se couvrir contre les risques de hausse du prix de l'énergie et les variations qu'on voit, puisque c'est un des moyens qui permet de compenser quelque part quand l'électricité est très volatile et très chère. C'est la flexibilité qui vient diminuer ce coût-là. C'est quand on apporte son soutien au réseau qu'on peut soi-même payer un peu moins cher l'électricité. Bien sûr. Et c'est là où le terme flexibilité est peut-être plus pédagogique que le terme effacement finalement, pour faire comprendre cette notion de je consomme plus dans les moments où c'est stratégique de le faire et moins. Exactement, puisque du coup, on peut consommer plus, typiquement quand il y a beaucoup de renouvelables, ça va être un des cas d'usage qui va de plus en plus se développer. On parlait de consommer moins historiquement, mais ça va être aussi ça maintenant, c'est comment est-ce que je peux consommer au moment où l'énergie, on le voit, elle est à prix négatif, on est en train de couper des centrales, etc. Et c'est ce moment-là qui va devenir aussi clé, autant à la baisse qu'à la hausse dans les années qui arrivent. Pour bien appréhender ces notions de flexibilité d'effacement, il faut quand même faire un peu d'histoire et retracer l'évolution de l'effacement électrique depuis ses débuts. Donc justement, comment il a évolué, quel a été son impact sur la résilience énergétique des réseaux? Est-ce que vous pouvez nous dépeindre un petit peu l'émergence de l'effacement? Avec plaisir. C'est un mécanisme qui est assez vieux, en fait, l'effacement. Ça a commencé dans les années 80-90. Il y en a qui se rappelaient des tarifs EJP, qui en fait sont des mécanismes d'effacement, mais qui étaient, disons, très bruts. C'est-à-dire que c'est pendant une journée entière, on essaie de diminuer la consommation. Et c'était aussi ce qu'on appelait de l'effacement gris, dont très souvent, en fait, les gens remplaçaient la consommation électrique ou entre guillemets, démarraient des générateurs pour continuer à consommer de l'électricité, mais c'était avec des énergies carbonées, puisque c'était des générateurs au diesel, fuel. Et donc, en fait, c'est assez ancien comme concept. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait déjà 6 gigawatts d'effacement, donc c'était assez important, et ça avait déjà été identifié comme important. Pendant les années 2000, en réalité, ça s'est plutôt tassé, il ne s'est pas passé grand-chose. La ressource était moins désirable, c'était moins rentable de faire de l'effacement. Et puis, début des années 2010, pour le coup, il y a eu un renouveau de l'effacement, puisqu'on s'est rendu compte quand même de l'intérêt que ça avait, on pourra en reparler après, mais notamment pour le réseau et pour les coûts de maintien du réseau. Donc c'est reparti un peu plus à la hausse. Et en particulier, dans ce contexte-là, en 2010, ce qui a changé, c'est que c'était plus seulement EDF qui pouvait faire ça, mais maintenant il y avait des acteurs indépendants, donc des opérateurs d'effacement, des agrégateurs qui pouvaient y participer. Et on est passé sur des mécanismes au pas horaire, où du coup on pouvait avoir plus de granularité, plus de finesse dans ce qu'on faisait. Il y a ensuite, on va dire, une nouvelle étape qui fait qu'on parle aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est 2020, puisque en 2020, on commence à déployer ce qu'on appelle des flexibilités décarbonées, et l'État se met à déployer, en tout cas subventionner des flexibilités décarbonées, puisque l'idée n'est pas de faire de l'effacement avec du gaz ou du fuel, mais plutôt de vraiment faire de l'effacement vert, donc avec du décalage de consommation. Et du coup, dernière étape pour nous, en tout cas, où ce qu'on voit qui va arriver, c'est qu'à partir de 2025, on va de moins en moins parler d'effacement, mais de plus en plus de flexibilité, puisqu'on va aussi, RTE va inclure la flexibilité à la hausse comme un des mécanismes possibles et atteignables par la plupart des acteurs. Aujourd'hui, c'est plutôt limité à la flexibilité à la baisse.
Voilà pour une petite histoire de l'effacement sur les 20-30 dernières années. Super, merci. Et comment cet effacement, justement, il s'inscrit dans le contexte actuel des marchés de l'énergie? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc aujourd'hui, le marché de l'effacement est un marché qui est parallèle au marché de l'énergie. Donc il y a un marché qui s'appelle NEBEF, donc, sur lequel on peut échanger des blocs d'effacement. Donc on peut revendre sans être fournisseur d'électricité et en étant un acteur indépendant comme nous, des blocs d'effacement qui vont correspondre à des effacements réalisés par nos clients. Donc cela, ça nous permet de développer à la fois la plateforme technologique et ce côté d'agrégateur indépendant sans avoir à développer la lourdeur du fournisseur d'énergie. Donc c'est un atout assez important d'avoir ce type de rôle sur le marché. Il existe dans quelques autres pays européens, il va se standardiser, mais il n'est pas encore standardisé à l'échelle européenne. Et donc ce rôle d'agrégateur indépendant, il va permettre d'acheter, vendre des blocs d'effacement pour des comptes de tiers, et quel que soit le fournisseur. Donc on peut avoir un bâtiment, il peut être chez EDF, chez Total Energy, chez Engie, pour citer les 3 plus gros. Nous, entre guillemets, ça ne nous dérange pas et on aura le même type de prestation parce que sur le marché, ça sera agnostique au fournisseur initial. Et cette notion, justement, d'opérateur d'effacement, quelle importance elle revêt sur le marché de l'énergie? Et est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour les Ouais. auditeurs? Alors déjà, il faut savoir que c'est un métier qui est régulé, il faut être certifié par RTE, donc c'est quand même une grosse contrainte à passer. Tout le monde n'a pas le droit et ne peut pas être opérateur d'effacement et ne peut pas valoriser ses effacements. Donc Tilt Energy, nous évidemment, on est opérateur d'effacement comme d'autres entreprises. Et dans le marché, on a un rôle spécifique, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec le marché de l'énergie, comme le font des fournisseurs, comme le feront des agrégateurs, des producteurs, mais c'est un rôle spécifique. Donc nous, on rentre dans la catégorie plus large, ce qu'on appelle les agrégateurs. Donc c'est des gens qui interagissent avec le marché de l'énergie sans ni être fournisseurs, ni nécessairement producteurs, mais qui peuvent, pour le coup, quand même passer des ordres et valoriser certaines flexibilités, par exemple, ou certaines capacités. On parle de combien d'opérateurs d'effacement en France environ aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a une quinzaine d'opérateurs d'effacement, dont D'accord. la plupart sont essentiellement à destination des gros industriels. D'accord. Il y en a quelques nouveaux entrants qui se développent sur des parcs plus diffus, donc que ce soit du résidentiel ou des bâtiments tertiaires notamment. Oui, donc le positionnement de Tilt sur la partie tertiaire est encore relativement innovante et rare sur le marché. Exactement, on va être le premier, je pense, à vraiment avoir au cœur de notre stratégie le bâtiment tertiaire. Les autres sont plutôt à destination du résidentiel à ce stade, où là, nous, on va vraiment être équilibré entre le tertiaire et le résidentiel. Et justement, pour faire le lien avec les solutions pour le tertiaire, concrètement, quels sont les prérequis? Tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, Romain. Quels sont les prérequis pour pouvoir appliquer l'effacement ou la flexibilité électrique pour un acteur tertiaire? Quelqu'un qui gère un ou plusieurs bâtiments, comment il doit s'y prendre pour appliquer l'effacement? Ouais, alors c'est une super bonne question parce qu'on l'a dit tout à l'heure, donc il y a une partie d'automatisation. Le but, ça va pas être d'aller décaler des clims, des CVC, des rooftops, des ventilations à la main. Donc la première étape, en fait, c'est d'avoir une GTB qui fonctionne, connectée, qui permet de piloter les équipements de manière fiable. Et donc en fait, c'est ça la première étape avant toute chose. Et donc c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble avec Cockpit, qui est une solution que vous déployez. Et la deuxième étape, ça va être justement de venir contractualiser avec des opérateurs d'effacement, des agrégateurs, pour qu'ils puissent aider le bâtiment à valoriser ses flexibilités. Et ça requiert une analyse en général, une première analyse de comprendre un peu quels sont les usages, quelle est la valeur qu'on peut en tirer. Mais voilà, il faut savoir que quasiment tout le temps, il y a une valeur à tirer avec très très peu d'efforts une fois que la GTB est installée. Et donc peut-être qu'aussi, on peut ajouter sur ça, c'est que c'est quelque chose qui est très intéressant quand on déploie la GTB, de penser aussi à l'effacement et de faire des GTB qui soient compatibles avec ces mécanismes-là de flexibilité en général, puisque c'est aussi un moyen d'amortir quelque part les investissements qui sont faits. Ouais, en complément des aides qui peuvent Exactement. exister C2E autour de l'installation du remplacement de systèmes GTB. Exactement. Donc c'est quand même l'effacement pour le tertiaire à relier, en tout cas l'accès au potentiel de l'effacement à relier avec la réglementation, avec le décret BAX qui en ce moment accapare pas mal d'acteurs tertiaires. Et puis plus on va avoir de bâtiments équipés de systèmes BAX, plus on va pouvoir accéder à ce potentiel d'effacement avec l'interaction entre des solutions comme vous proposez et des solutions de GTB. C'est exactement pour ça qu'on s'est lancé, et on s'est lancé en 2023 avec pour horizon le décret BAX. Donc il y a 2 échéances principales, celle de 2025 qui oblige tous les gros bâtiments, on va dire, donc ceux qui ont des puissances de plus de 270 kW à s'équiper de GTB, et celle de 2027 qui va être aussi très importante, celle de plus de 70 kW, je crois, si je ne me trompe pas, donc qui vont correspondre globalement à des bâtiments de 1000 m². Et donc on s'est vraiment dit que ce sous-jacent qui était notre marché
allait se développer. En parallèle de ça, en plus, il y a pas mal de sociétés qui sont en train de convertir leur chauffage à des chauffages électriques. Donc, qui va aussi élargir ce patrimoine qui va pouvoir participer et contribuer à la flexibilité du réseau. Donc c'est vraiment pour ça, avec ces fondements de marché qu'on s'est lancé. Il y a peut-être une question de données aussi à gérer, parce qu'on l'a dit, contrairement à un industriel qui, sur un site donné, a une consommation qui peut réduire, voire couper à un instant T. Pour le tertiaire, ça implique, pour mettre en place l'effacement, d'avoir une volumétrie de données très importante à gérer. Comment Tilt aborde ce sujet de la donnée, de la visualisation de données pour justement les acteurs tertiaires qui souhaitent appliquer ces solutions? Ouais, c'est un très bon point. Alors, je ne sais pas si c'est la volumétrie à proprement parler, mais par contre, la donnée, ça joue un rôle absolument clé. Notamment, l'enjeu dans le bâtiment tertiaire comparé à l'industrie, c'est qu'il faut savoir ce qu'on va consommer, en fait, pour savoir ce qu'on peut effacer. Et donc, il y a un vrai enjeu de prévision et d'anticipation des besoins pour être sûr que le confort est maintenu, tout en faisant en sorte que le service rendu au réseau est maximisé. Et c'est là peut-être la grosse différence avec l'industrie. C'est le besoin technologique, c'est-à-dire que l'industriel, il y avait un talon de consommation qu'on connaît absolument bien, qui est facile de décaler. Le tertiaire, et surtout la façon dont nous on croit faire du tertiaire, c'est avec très peu d'impact sur le confort des occupants. Et du coup, ça veut dire comprendre le bâtiment, être sûr que quand on décale, ça empêche pas quelque chose de se passer et ça baisse pas le confort des gens. Et donc la donnée, elle joue un rôle clé à ce moment-là, mais elle joue aussi un rôle clé dans l'interaction que nous on peut avoir avec les GTB. Donc remonter la donnée, transmettre des ordres, transmettre des consignes. Et donc c'est clair que c'est tout un monde de l'énergie qui continue. En fait, on est encore dans la digitalisation de l'énergie quelque part, et on continue à numériser tous ces systèmes-là. Donc la donnée joue un rôle absolument clé. Et c'est là où, comme tu le disais, il faut le penser et le concevoir dès l'installation du système de GTB pour tenir compte et anticiper le fait que l'effacement sera un sujet et que le système il soit au moins prêt à accueillir ce type de... Ouais, exactement. Et en fait, c'est souvent des choses assez simples en fait, auxquelles il faut penser. Mais si on le fait dès le début, c'est d'autant, voilà, c'est du temps gagné. Et c'est souvent, dans la plupart des GTB aujourd'hui avec qui on travaille, en tout cas, ça semble pas compliqué à intégrer. C'est plus une question de le faire au bon moment, quoi. D'y penser, Ouais, de exactement. le faire. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu plus précisément dans les bénéfices justement des solutions d'effacement appliquées au tertiaire? Quels sont les principaux bénéfices que vous voyez de votre côté? Oui, effectivement, c'est les bénéfices qu'on vend également à nos clients. Bien sûr. Donc le bénéfice, il va être d'un premier ordre financier. Donc nous, on va être capable de générer un revenu et de redistribuer ce revenu auprès de nos clients. Donc, grosso modo, on va être rémunéré uniquement si on génère des revenus. Donc, on aura une offre sans risque et qui va uniquement être rémunératrice pour les bâtiments. Donc, c'est toujours un intérêt. Les bâtiments font face également à de nombreux enjeux de financement par rapport à la transition énergétique. Et d'avoir un petit surplus de cash qui rentre, c'est toujours intéressant. Le deuxième enjeu, il va peut-être plus parler aux directions ESG, j'allais dire. Donc, c'est la baisse de l'empreinte carbone. Donc, on va être capable de décaler ses consommations électriques à des moments où le réseau est moins carboné et n'a pas besoin d'allumer une centrale à gaz ou une centrale à charbon durant les heures de pointe. Donc, ça va être également un enjeu environnemental fort. Et le troisième, ça va être un enjeu qui est plutôt social. Donc, si on est capable tous de consommer de manière plus flexible, on va être capable d'avoir un réseau qui va être moins dimensionné à l'échelle nationale et même européenne. Et donc, ça va permettre à l'ensemble des citoyens de bénéficier d'une électricité qui va être plus abordable et décarbonée. Et donc, c'est vraiment ces trois enjeux qui parlent pas forcément aux mêmes personnes dans les entreprises, mais qui sont intéressants et qui nous permettent de pouvoir échanger avec pas mal d'acteurs qui sont intéressés par ce type d'offre. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que l'aspect économique de la chose, je pense notamment aux collectivités territoriales, par exemple, hein, qui doivent être exemplaires, qui doivent faire beaucoup de réduction de consommation d'énergie dans le cadre des réglementations et de l'urgence environnementale. Le fait de leur dire non seulement ça réduit vos kilowattheures, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre, comme tu le dis, parce que la flexibilité permet de consommer à des moments où l'électricité est moins carbonée. Et ben en plus de ça, vous avez un gain pécunier direct qui vous permet peut-être d'investir dans d'autres solutions de rénovation, des travaux qui seraient nécessaires pour la performance énergétique. Puisqu'on voit à l'échelle, je pense, d'une collectivité, ça peut être intéressant. Sur un parc de plusieurs bâtiments, on pourrait dégager un salaire pour un économe de flux, par exemple, sur ce type d'acteur, et ce qui peut être assez intéressant dans le cadre du pilotage des bâtiments. Donc, il y a vraiment un rôle gagnant-gagnant entre la partie financière et la partie C'est pas marginal, ce environnementale. qui est possible de dégager. Exactement, ok. Et peut-être justement, est-ce qu'on peut rentrer sur des cas concrets que vous avez sur lesquels vous avez appliqué des solutions d'effacement et ce que vous avez constaté pour l'utilisateur?
Ouais, on peut peut-être parler d'un gros cas qui est hyper. On est assez fiers de ce cas-là parce que c'est dans Paris, c'est des gros bâtiments et c'est avec la Caisse des dépôts. Ouais. Donc, il nous a confié ces bâtiments et dont on a pu faire de l'effacement dessus. Euh, c'est vraiment un client pour nous qui est intéressant parce qu'ils ont des bâtiments dans lesquels il y a du radiateur électrique, donc on peut décaler facilement, dans lesquels il y a de la ventilation qu'on peut aussi décaler. Et ils sont très moteurs, ils ont été vraiment partants pour se lancer dans l'aventure. Et du coup, ce qu'on a pu remarquer, alors je ne sais pas si on va partager les chiffres tels quels, mais en tout cas, c'est que sur 3 bâtiments assez gros, on arrive à tirer quasiment 800 kilowatts de flexibilité. Donc ça reste des choses, peut-être que les ordres de grandeur sont compliqués à comprendre, donc on reviendra dessus, mais aujourd'hui, c'est des revenus de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an qui viennent sans perturber aucune des activités du bâtiment, sans perturber aucun des flux du bâtiment. Sans altérer le confort. Sans altérer le confort exactement, et de manière quasi automatisée dans ce cas-là. Donc en fait avec peu d'impact. Donc il y a évidemment la mise en place où les équipes étaient très présentes avec nous. Mais in fine, c'est je pense un des beaux exemples qu'on peut partager. C'était un autre point, Guillaume. Non, c'est intéressant. Et sur les quelques heures où on a fait l'effacement sur ces bâtiments-là, 800 kilowatts, ça va être l'équivalent de 300 à 400 foyers minimum à l'échelle du territoire. Donc c'est quand même conséquent. Et on voit que si on va au-delà de 3 bâtiments, si on va chez d'autres clients et qu'on passe à 30, 300, puis 3000 bâtiments, bah, ça a vraiment un impact fort sur le réseau électrique. Et c'est intéressant ce que tu disais, Romain, sur l'implication des occupants ou des propriétaires, selon les cas, dans cette démarche. À quel point c'est nécessaire justement que tu aies, pour la compréhension du bâtiment, de l'activité, dans la boucle, les occupants. Ouais, c'est clair. Nous, on pense que de toute façon, au départ, ça commence avec les gens en fait qu'on va rencontrer. Et donc, c'est un effort au début, même s'il est minime, c'est un effort à faire. Et donc, on voit que dans les cas où, que ce soit les énergie managers, les responsables, ça peut être différents interlocuteurs dans le bâtiment, puisque c'est aussi la complexité du tertiaire, c'est qu'il y a pas mal d'interlocuteurs. Si les gens sont moteurs, en fait, c'est des choses qui se font assez vite et sans peu de friction. Et donc aujourd'hui, que ce soit des sociétés comme nous qui sont spécialisées dans ça, donc on peut amener des process et des choses faites très rapidement, mais aussi le fait que les marchés soient de plus en plus ouverts à ce type de flexibilité, le fait que les gens aient compris qu'il fallait installer des GTB, que ce soit important d'économiser, de moins consommer, et surtout maintenant, ce qu'on défend, en tout cas la prochaine étape, c'est de mieux consommer. Et on voit bien avec l'installation du photovoltaïque que dans la plupart des esprits, on commence à comprendre que consommer à certains moments, c'est mieux que d'autres. Et je pense qu'avant, c'était un peu moins le cas, c'était plus difficile à s'imaginer. On a un peu du mal à imaginer, je pense qu'il y a plein de centrales à gaz qui démarrent l'hiver encore en France quand c'est très peu carboné comme réseau, mais on en a encore plein. Et donc avec l'arrivée du photovoltaïque, je pense qu'on se rend compte que s'il y a quand même des moments où c'est évidemment mieux de consommer que d'autres, quoi. Ouais. Ouais, une des vertus finalement de la crise énergétique qu'on a connue, c'est que ça a permis de commencer à sensibiliser le grand public autour du fait qu'il y a des moments où effectivement l'électricité est plus carbonée, voire qu'elle est en pénurie. Et donc ça a commencé à faire entendre cette musique qui, je pense aujourd'hui, parmi les énergie managers, les gestionnaires de bâtiments, quand même doit être voilà, entendue de plus en plus. Mais on a parlé pas mal de délestage à ce moment-là. Il y avait même des grosses craintes de délestage s'il y avait un hôpital dans la région, s'il y avait des défibrillateurs, etc., ce qui était un vrai enjeu. Et la réponse à ça, c'est s'il y avait eu plus d'effacement à ce moment-là ou de capacité flexible, on n'aurait pas parlé de délestage. Et ces périodes, elles vont être amenées à devenir de plus en plus fréquentes parce qu'on va augmenter la consommation d'électricité via l'électrification des mobilités, via l'électrification des chauffages encore plus. La France, on est déjà en avance là-dessus, mais on continue. Et en parallèle de ça, on va augmenter la production d'électricité par des sources intermittentes. Donc on comprend bien qu'il faut un moyen d'équilibrer et d'avoir une égalité entre la production et la consommation. Et cette flexibilité-là est le moyen le plus économe et le plus décarboné aussi pour pouvoir l'atteindre. On pourrait également développer plein de centrales à gaz. Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire, mais ça pourrait être une solution. Et donc nous, on vient vraiment se positionner en alternative au développement de ces centrales à gaz. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de votre perception de l'avenir, de l'effacement et des perspectives que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez comme enjeu futur de l'effacement électrique qui ont l'air de pointer le nez dans ce que vous voyez du marché?
Alors nous, du coup, ouais, peut-être le premier enjeu, c'est justement que le terme d'effacement soit remplacé par celui de flexibilité, puisque l'effacement étant plutôt le mécanisme qui décrit la consommation à la baisse, maintenant on va aller vers un système où il y aura la consommation modulable dans les deux sens, autant à la hausse qu'à la baisse. Et donc ça, c'est le premier aspect qui nous semble très important. C'est pour revenir sur ce que disait Guillaume, c'est vraiment le croisement de on électrifie plus, véhicules électriques et chauffage, et on met plus de renouvelables non pilotables, panneaux solaires, éoliens. Et donc ce croisement fait qu'il faudra de la flexibilité dans les deux sens, là où historiquement la flexibilité était développée plutôt pour l'hiver, pour passer les pics. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va voir de l'effacement, et notamment sur tout ce qui est tertiaire, qui va devoir être mixé, et en tout cas dont il va falloir tenir compte de systèmes de plus en plus complexes. On parle d'autoconsommation collective, de systèmes de stockage qui sont rajoutés maintenant, de systèmes intelligents de pilotage de bornes. Donc en fait, cet effacement-là, historiquement, qui était je décale ou je coupe quelque chose, il va falloir qu'il s'allie avec plus d'autres systèmes à côté, avec d'autres systèmes, pardon, et du coup devenir peut-être encore plus intelligent encore, et peut-être un peu plus difficile à activer. Euh, et peut-être le dernier point qui semble important, c'est l'adaptation des marchés. Donc, du coup, le fait qu'RTE, par exemple, lance l'effacement à la hausse, on voit qu'il y a des nouveaux marchés qui sont ouverts, comme la réserve secondaire récemment, avec des prix assez élevés. Donc, c'est qu'est-ce que vont dire les marchés de l'énergie de ce nouveau type de flexibilité, quels sont les prix associés, etc. Voilà. Peut-être un point sur la régulation aussi, le réglementaire. Oui, le réglementaire qui va être également très intriqué avec les réglementations européennes aujourd'hui. Ce sont des sujets qui sont poussés de manière très massive au niveau de la Commission européenne, au niveau de la réforme du marché de l'électricité. En France, les ministères l'ont également poussé assez fortement dans les années précédentes. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir ces mécanismes qui vont enclencher la dynamique afin de la perpétuer et de créer un nouveau standard de marché. Le fait de signer avec un fournisseur d'énergie et de signer avec un opérateur d'effacement pour consommer de manière plus intelligente au meilleur moment. Et nous, on croit vraiment en fait que ça peut devenir un standard de marché si les incitations nécessaires sont importantes. Ouais. Ouais, donc c'est important pour des gestionnaires de bâtiments d'anticiper le fait que non seulement bon, il y a des bénéfices, comme on l'a dit, court terme importants, mais qu'en plus, il y aura peut-être demain soit le bâton, c'est-à-dire de la réglementation contraignante là-dessus, soit des incitatifs qui existent autour de la mise en place de solutions de flexibilité électrique. Donc c'est Oui, mieux d'anticiper que d'être réactif face à une Exactement. réglementation qui pointerait son nez dans les prochaines. Exactement, et en fait, il y a peut-être une incitation dont on n'a pas parlé, mais qui est la plus forte, c'est que les prix de l'énergie pourraient augmenter, leur volatilité va augmenter, les gens seront donc plus exposés. Et participer tôt à ces mécanismes de flexibilité, c'est une forme d'assurance pour se dire que notre prix ne va pas augmenter. Alors en Europe, on est plutôt protégé, mais si on regarde les pays nordiques, par exemple, il y a eu des prix de l'énergie qui ont beaucoup augmenté. Nos voisins en Belgique aussi, les prix ont beaucoup augmenté sur l'électricité, aux États-Unis. Et donc, on voit que c'est des choses qui vont très probablement arriver chez nous aussi. Et c'est un moyen de se prémunir contre ça à l'avance, de faire en sorte que, OK, on ne peut pas forcément baisser notre conso tout le temps, mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut consommer au bon moment. Exactement. Donc, Non, et je pense qu'on va rentrer dans un nouveau paradigme sur les prix de l'électricité notamment. C'est qu'aujourd'hui, on pense vraiment les prix de l'électricité sur du temps long, dire l'électricité va augmenter l'année prochaine, l'électricité va baisser l'année prochaine. Je pense qu'on va vraiment rentrer dans une logique qui va être complètement différente. C'est que à certains moments, il y en aura trop. On aura trop d'électricité, on va pas savoir quoi en faire. Donc ça va se traduire par des prix négatifs parce que c'est extrêmement difficile d'évacuer l'électricité, de couper trop de centrales d'un coup. Et des moments où il n'y en aura pas assez. Et là, l'électricité, elle va être extrêmement chère. Et donc, la solution, ça sera de permettre aux consommateurs qui seront flexibles, qui auront la capacité d'adapter leur consommation à cette production sur le réseau. Ces consommateurs-là, ils vont voir le prix de l'électricité baisser. Les autres, qui vont garder leur consommation habituelle, qui vont pas être capables de répondre à ce qu'on appelle la demand response, donc la réponse à la demande, qui vont pas être capables de s'adapter à la tension du réseau électrique, eux vont probablement voir leur prix de l'électricité augmenter. Et donc, sur le long terme, ça va être l'atout pour permettre d'avoir un prix de l'électricité qui reste raisonnable. Oui, compris. Certains pourraient subir des hausses des prix volatiles ou court terme de manière très forte, là où ceux qui ont appliqué la flexibilité seront plus résilients face à ces augmentations. Super intéressant. Et peut-être un dernier mot sur ce qui concerne le projet qu'on va mener ensemble, de démonstrateur d'IA Frugal au service de la transition énergétique. Quelle est votre vision de l'IA, justement de l'apport de l'IA autour de l'effacement? Je sais que c'est une expertise qui existe chez Tilt. Comment vous voyez les choses évoluer en termes de perspective autour de l'IA et de l'apport pour l'effacement électrique et de la flexibilité?
Ouais, alors nous, c'est un sujet absolument clé. Donc évidemment, on ne parle pas d'IA générative, mais plutôt de machine learning, de savoir prévoir ce qui va se passer demain, de savoir optimiser des ressources. Et ça, c'est absolument clé parce qu'on l'a dit, les systèmes deviennent complexes. L'effacement, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il ait peu d'impact sur le confort des gens. Et donc ça veut dire comprendre le système comme il faut. Évidemment, on ne peut pas écrire une règle pour chaque bâtiment qui existe partout. Et donc, il faut des systèmes qui sachent s'habituer qui apprennent les comportements de chacune des spécificités. Et en plus de ça, on voit que la diversification des usages rend les choses plus compliquées. C'est-à-dire que contrôler une pompe à chaleur, contrôler une voiture électrique, contrôler un radiateur électrique, c'est pas du tout les mêmes choses. Et demain, contrôler des batteries. Et donc, avoir des systèmes qui apprennent et qui gèrent tout seuls ce genre d'appareil, ça semble absolument clé. Donc, pour nous, on le voit comme une étape en fait nécessaire au déploiement en masse de la flexibilité diffuse. En fait, aujourd'hui, c'est une des raisons aussi pour laquelle probablement c'est pas déployé autant que ça aurait dû l'être. Ouais. Et dès la création de Tilt, ça a été un vecteur et quelque chose qui était ancré et anticipé. Ouais, tout à fait, que ce soit ça s'est traduit dans nos équipes, dans les gens qui sont chez nous, dans les premiers projets qu'on a pu signer, dans les backgrounds tout simplement des gens et le mien. Donc c'est quelque chose qui nous semble absolument clé d'avoir ces compétences en interne et toujours pareil, c'est dans la compréhension du signal qu'on envoie à nos clients et dans la valorisation, la maximisation de la valorisation de l'effacement tout en minimisant les risques d'inconfort. Tu parlais de l'apprentissage et des boucles d'apprentissage. Ce qui est intéressant dans le projet qu'on va mener ensemble, c'est qu'on a aussi intégré l'Energy Manager qui a la compétence énergétique et qui saura évaluer la qualité, la pertinence d'une préconisation et d'une action de performance énergétique préconisée par les systèmes. Donc c'est assez important dans la collaboration aussi entre ces notions de flexibilité électrique et la compétence et l'expertise en management de l'énergie qui permettra peut-être d'améliorer les modèles et de rendre l'intelligence artificielle plus forte encore. Absolument, et en fait ce que tu dis c'est clé parce que l'Energy Manager il va permettre à tous les modèles qu'on peut créer IA ou non de ne pas partir de zéro parce qu'il a déjà de la connaissance assimilée. Mais il va aussi permettre de s'améliorer, de mettre des règles de sécurité, de s'assurer qu'on est dans certaines opérations. Et du coup, il va aussi nous apprendre, parce que quelque chose qui est absolument clé dans le projet qu'on mène ensemble, c'est les bâtiments. Les bâtiments sont de nature différente, on en a déjà parlé ensemble, ça peut être des piscines, des mairies, des écoles. Et donc, évidemment, chaque bâtiment est assez différent, et donc l'IA doit s'adapter à ça, mais avec l'aide de quelqu'un qui supervise, c'est beaucoup plus facile, et ça va beaucoup plus vite. Qui a vu le bâtiment, qui connaît son fonctionnement, bien sûr. Merci à tous les deux pour ces apports. On espère que ça aura été utile pour les auditeurs. Ça conclut notre épisode d'aujourd'hui sur l'effacement et la flexibilité électrique. J'ai bien compris que demain, si on fait un prochain podcast, probablement on parlera peut-être plus de flexibilité en termes de sémantique. Un grand merci à tous les deux pour vos éclairages et vos expertises. Si cet épisode vous a intéressé, chers auditeurs, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains rendez-vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de What's Next. Merci Guillaume, merci Romain. Merci pour l'invitation. Merci, à bientôt.